1991, c'est l'année de naissance d'Anthony. Anthony né. Après, il n'est pas diplômé de l'ISG, mais de Kedge Business School. Et il paraît que tu as commencé ta carrière professionnelle, mon cher Anthony, à Londres, dans les pubs sur Internet, c'est ça? Exactement. En parlant de pubs, ceux qui n'ont pas encore acheté de lunettes chez Flelou, on a un super concept. Des produits très innovants, avec un clip qui se met sur la lunette de vue qui la transforme en lunette de soleil, tout ça pour 29 €. Je saisis la perche parce qu'il n'y a jamais trop d'opportunités pour faire de la pub. Alors, non, à Londres, qu'est-ce que tu faisais? Raconte-nous. Alors, à Londres, j'ai commencé à travailler dans la publicité digitale, dans une boîte qui s'appelle Teads, peut-être que vous connaissez. Maintenant, c'est le leader mondial sur la publicité Internet. Et à l'époque, c'était assez intéressant parce que la publicité vidéo n'existait pas sur Internet. Maintenant, c'est devenu quasiment aussi commun d'avoir la pub sur la télé. Et donc, il y a eu beaucoup de choses qui sont développées. Ça a été ma première expérience professionnelle et ça a été vraiment une expérience à Londres très à l'américaine avec un ping-pong au milieu de l'open space. Enfin, c'était très sympa et j'ai beaucoup appris. 2015, tu rejoins le groupe familial et là, hop, tu vas en Espagne et tu es vendeur en Espagne. Exactement. J'ai commencé donc à Madrid. C'est notre deuxième marché, l'Espagne. On a près de 400 magasins. Et donc, je suis sorti d'école de commerce, donc je n'avais pas du tout d'affinité avec le métier d'opticien, que j'ai appris directement dans nos magasins d'optique, et ça a été très intéressant. Parce que t'es basé où en Espagne? C'était à Madrid. Ah, Madrid, ça passe. J'ai travaillé dans 3 magasins à Madrid, et puis le travail de vendeur en magasin, en tout cas, est très exigeant. Il faut toujours être, on va dire, au top devant les clients, quelle que soit la personnalité des clients. Et ce qui est très bien, en tout cas dans le retail et quand on travaille en magasin, c'est qu'on a directement le fruit de notre travail, à savoir est-ce qu'on vend ou pas. Ouais. Donc travailler en magasin, c'est dans ce sens-là, en tout cas, que c'est un métier qui permet beaucoup d'apprendre. Après, tu restes dans l'international et un souvenir peut-être de l'ouverture d'une boutique à Hong Kong. C'était assez chaud ce jour-là. Hein. Exactement. J'ai travaillé dans l'international, le développement international. Et puis, on avait un partenaire donc, qui devait ouvrir à Hong Kong. Moi, ça faisait que 1 an et demi que je travaillais dans l'entreprise, donc c'était assez neuf. Et donc, j'arrive à Hong Kong. C'était une expérience qui m'a beaucoup marqué. Et l'ouverture devait se faire le vendredi. J'arrive le lundi. Et je me souviens que le partenaire me dit « Ah, mais non, rien n'est prêt, le magasin ne va pas ouvrir. » Je me dis « Pourquoi je suis venu si ça ne va pas ouvrir ?» Et donc, on a fait un truc vraiment à la hongkongaise, si je puis dire. C'est que le mercredi soir, on a travaillé nuit et jour. J'ai fait 2 nuits blanches et j'ai construit vraiment le magasin avec ses équipes. Et puis, le lendemain, même si j'étais complètement fatigué, etc., il y avait une conférence de presse avec la découpe du cochon, etc. Donc, ça a été une expérience assez marquante. Mais j'ai construit un magasin à Flelou à Hong Kong et ça a été une expérience assez dingue. Comment tu dis à Flelou en chinois? Alors, je ne sais pas. J'espère qu'ils disent à Flelou, mais j'ai un doute. Alors ensuite, donc, tu vas développer l'affaire qui a été créée par ton papa, qui était notre invité d'honneur il y a quelques années, d'ailleurs, à ta place, en 1972. C'est quoi les grandes étapes de la construction du groupe, Anthony? Donc les grandes étapes, je vais essayer d'être assez succinct, puisqu'on a déjà la première ouverture s'est faite en 1972. À l'époque, mon père avait ouvert au Bouscat, et son magasin s'appelait Optica. Ça ne s'appelait pas Alain Flelou. Et donc le Bouscat, qui est une région de Bordeaux, suite à ça, le métier de l'optique était assez poussiéreux, entre guillemets, à l'époque. C'était très médicalisé. Les opticiens avaient des blouses. Les lunettes n'étaient pas exposées sur des vitrines ou des fascines, mais on prescrivait des lunettes. Et donc, il s'est dit, bon, je vais faire un peu de com, je vais montrer les lunettes, et puis je vais faire du discount, ce qui n'existait pas. Et en fait, il a réussi à ouvrir un 2e, puis 3e magasin grâce à son succès. Et puis, c'était assez rare à l'époque, mais il y avait la queue, en fait, devant des magasins d'optique. Et il a eu des amis de promo qui lui ont dit « Mais comment tu fais ?» Et puis, en 78, il leur a dit « Je peux vous dire, mais c'est pas gratuit. » Et c'est comme ça qu'est née la franchise. Et donc, le groupe, en tant qu'Alain Flelou, est né en 78 et on a un groupe franchiseur. 90% de nos magasins, ce sont des franchisés, c'est-à-dire ce sont des opticiens ou audioprothésistes indépendants qui ouvrent leur magasin et qui ont l'enseigne Alain Flelou. Et puis, aujourd'hui, donc, on a près de 1500 magasins dans 19 pays. Et on fait de l'optique donc, et aussi de l'audio. Et une des dates importantes, ça a été en 2011, le lancement de l'enseigne Acousticien. Et on a une synergie de toute trouvée, puisqu'on s'est toujours développé, en tout cas par conviction, sur la compréhension des besoins des clients, l'expertise de notre métier. Et il y a une vraie synergie, puisque 100% des personnes malentendantes, touchées de presbytie, acousie, ont aussi besoin de lunettes.
Donc c'est pour ça qu'on a la plupart de nos centres. Donc vous intégrez toutes les problématiques des vieux, quoi. On essaye. Ouais, ouais. Voilà. Alors, quand on s'appelle Anthony à Flelou, succéder à Alain à Flelou, comment tu l'as vécu? Parce que c'est pas toujours évident, hein. On a eu beaucoup de témoignages ici. Ça s'est passé naturellement. Tu as tué le père, tu as embrassé le père. C'est quoi? Non, j'ai embrassé le père, toujours. Mais et on le salue d'ailleurs. Non, ça s'est fait de manière très naturelle. Donc j'ai eu différentes étapes au sein de l'entreprise. Ça fait 2 ans et demi maintenant que je dirige le groupe. Si l'entreprise est détenue à 70% pour un fonds d'investissement, ma famille a 30% de l'entreprise. Donc ça a été une décision évidemment du fonds d'investissement de me nommer. Et donc tout s'est très bien passé. On a eu de bonnes discussions entre collaborateurs et famille et tout se passe très bien. La marque propre, tu as une marque propre magique, c'est ça? Oui. Et donc ça, l'idée, c'est de la développer, de la positionner au sein du réseau, peut-être, Anthony, mais également, pourquoi pas en dehors. C'est quoi l'ambition de la marque? L'ambition, déjà, c'est pas très connu du grand public, mais en fait, nous, à Alain Flelou, donc on a des magasins. Et depuis 2015 aussi, on s'est diversifié avec une collection de marques propres, c'est-à-dire on a des lunettes où on met le nom à Flelou. Ça, c'est relativement récent, c'est depuis 2015. Et donc, dans nos magasins, la force de notre positionnement, c'est d'avoir des licences de toutes les autres marques que vous pouvez trouver sur le marché et aussi de créer notre indépendance avec une marque à Flelou. Et ce qu'on a fait, et on est les seuls, en tout cas sur le marché à avoir ça, c'est ce que je vous disais un peu en préambule, c'est que pour toutes nos lunettes, on peut adapter un système de clip aimanté vraiment fin, léger, qui adapte la lunette en fonction du besoin. Donc ça peut être pour les lunettes de soleil, pour se protéger de la lumière bleue des écrans, pour ne pas être ébloui lorsqu'on conduit la nuit, etc. Donc notre ambition, c'est de développer beaucoup cette marque, mais aussi de respecter les autres marques qui se vendent dans nos magasins, où on est aussi très bons clients. Bon, dis-moi Anthony, la marge sur les lunettes. La marge sur les lunettes. La marge. La marge. La marge. Ouais. Elle est monstrueuse, non? En fait, il faut toujours différencier la marge brute du temps passé. C'est ce qu'on apprend à l'ISG, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est quelque chose qui est assez important. La marge d'un opticien, la marge brute, quand on prend tous ces produits, est de 63%. Mais il ne faut pas oublier, en fait, que c'est une vente qui prend du temps. Ouais. Et que, aussi, par rapport au volume, vous voyez, ce n'est pas une vente où, déjà, c'est les lunettes de vue, ce n'est pas des produits finis. C'est-à-dire qu'il y a un travail entre mettre des verres sur les lunettes, conseiller le patient. En général, ça dure 1 heure. Et donc, il n'y a pas tellement de vente en volume. Ce n'est pas comme du retail classique. Si un opticien en moyenne vend 5 lunettes par jour, c'est déjà une bonne journée pour lui. Ouais. Voilà. Donc, bien sûr qu'on est sur un métier qui est très résilient. On a des tendances démographiques d'ailleurs entre l'accélération de la myopie et puis, heureusement, le fait que la population vit plus longtemps, qui implique un marché en croissance. Mais voilà, ça demande aussi du temps. Combien tu vends dans le groupe, hein, dans 19 pays encore une fois, de paires de lunettes par an? Est-ce que vous avez déjà compté? Parce que on vend plus de 2 millions de lunettes par an. 2 millions de lunettes, quoi. Et les enjeux de la télémédecine, est-ce que ton groupe s'y intéresse? Est-ce que toi, Anthony, tu t'intéresses également? Oui, totalement. On a été les premiers à lancer d'ailleurs la télémédecine. Donc ce qu'on a fait, on a eu le constat que dans certaines zones de France, ça peut être compliqué de consulter un ophtalmo. Et en moyenne, sur tout le territoire français, c'est près de 4 mois pour consulter un ophtalmo. Donc ce qu'on a fait dans nos magasins, c'est qu'on a développé une technologie qui permet à nos clients, sans prise de rendez-vous nécessaire, de rentrer dans le magasin, de consulter un ophtalmo en visio avec des machines de top génération qui permettent de faire l'examen visuel et aussi le dépistage visuel, et si nécessaire, de ressortir avec une ordonnance. Et aujourd'hui, on a 200 magasins qui sont engagés sur ce service. Et c'est une fierté, puisqu'au-delà de la satisfaction client, c'est un service qui commence à se démocratiser de plus en plus. Ouais. Les campagnes de pub, elles sont fréquentes, elles sont intelligentes. Il y a papa, en vrai, de visu, la voix. Est-ce qu'on peut imaginer une campagne de pub qui soit différente, en tout cas séparée de l'image de ton papa? En fait, mon père incarne la marque, mais ça fait près de 8 ans qu'il apparaît plus dans les pubs. Et puis en fait, ce qu'il a fait, et c'est un cas, je pense, d'école de marketing, c'est quand il s'est mis en scène, quelle était la légitimité, il ne s'est jamais positionné en tant qu'homme d'affaires, mais plutôt en tant qu'opticien et audioprothésiste diplômé qui parle à ses clients. Et il l'a toujours fait comme ça. Donc là, depuis 8 ans, en tout cas, il y a une autre stratégie sur la communication qui s'est déroulée. Et on va l'aperturer comme ça. Absolument. Le management du franchisé, c'est comment ça? Parce que tu en as combien de franchisés?
On a dans le monde près de 800 franchisés. Bon, donc potentiellement, tu as 800 emmerdeurs. Bon, alors, comment tu fais pour gérer le management d'un type, il est son propre patron, c'est ton partenaire, et vous êtes obligé de vous aimer? En fait, c'est comment on arrive à établir un lien de confiance qui est important. Je voyais que lors de la discussion sur l'IA générative, certains intervenants Très belle parlaient de conférence. confiance avec les clients. Nos franchisés sont nos clients. Sont d'ailleurs nos premiers clients. Ce sont les clients qui ont confiance en l'enseigne pour investir et avoir le nom de l'enseigne sur leur magasin. Donc, tout le secret pour gérer un réseau de franchisés, c'est justement d'entretenir cette relation de confiance. J'ai souvent... Enfin, pour moi, le parallèle, c'est que l'art de la franchise, c'est l'art d'imposer en proposant. C'est-à-dire, il y a le respect, évidemment, de l'indépendance de nos franchisés, mais en même temps, il faut appuyer sur nos convictions au niveau de nos produits, de la politique commerciale, de la communication qui doivent être respectées. Par exemple, souvent, on fait des événements avec nos franchisés. Là, on était la semaine dernière dans un voyage avec 250 franchisés et on a loué des liens, renforcé en tout cas des liens exceptionnels avec eux. Toi, à titre perso, côté foot, t'es plus PSG ou OM? J'ai pas le défaut de supporter Marseille. C'est pareil. 100% Paris. Alors à l'époque, Afflelou était très présent dans le sport, la marque en tout cas. Ouais. Ça continue, Anthony? Il y a des velléités, d'autres projets? On en est où sur Afflelou et le sport? Déjà, depuis 2 ans, on est partenaire de la Ligue nationale de rugby. Donc pour tous les matchs du top 14 et de Pro D2, on a notre nom sur tous les stades. C'est 30 Tu stades. aimes le rugby? Oui, j'apprécie le rugby. Je préfère le foot, mais j'aime bien le rugby. Notamment, quand mon père était président de Bayonne, j'allais souvent en match. Jean Daugé, le chant là, des Basques, même quand on n'est pas basque, Ouais. oh là, on frissonne quoi. Ouais, non, c'est un stade magnifique. Même si dans le rugby, ce qui est assez frustrant, je trouve, quand on est au stade, c'est qu'on ne comprend pas toujours tout ce qui se passe. C'est vrai que c'est plus compliqué que le foot, quoi. Ouais. Mais j'aime bien le rugby, vraiment. Et puis on a toujours dans l'entreprise, dans l'histoire de l'entreprise, on a fait plein de partenariats, que ce soit avec Roland Garros, avec le PSG bien entendu, avec la voile du Figaro. Enfin, on a fait pas mal de choses. Toi, côté art de vivre, Anthony, est-ce que tu as une émotion particulière sur un resto, un plat ou un vin qui t'a ému particulièrement? Côté quoi, pardon? Côté art de vivre, est-ce que gastronomie, il y a un resto qui t'a plu particulièrement, un plat ou un vin qui t'a ému dans ta jeune carrière, hein? Il est né en 91, Anthony. Hein. Moi déjà, j'aime beaucoup. Alors c'est pas c'est la nourriture asiatique. Il y a un restaurant qui s'appelle Jin, qui est un restaurant de gastronomie asiatique assez exceptionnel. Puis concernant le vin, moi j'aime bien le vin. Ça fait pas trop alcoolique en disant ça, j'espère. Mais je suis pas fin connaisseur, mais je trouve qu'on passe toujours un bon moment, en tout cas avec un vin agréable, que ce soit en famille ou même seul. Moi déjà, ma conviction, et c'était un peu la fin du débat sur le danger que pourrait représenter l'intelligence artificielle générative. Moi, ma conviction, c'est quand il y a des nouvelles technologies qui apparaissent, ça implique des nouvelles opportunités. Je vous prends un exemple. Il y a 10 ans, quand le e-commerce sortait pour les retailers, on se disait mais ça va être la mort du retail. On va avoir l'e-commerce, il y aura des ventes que sur l'e-commerce, comment on va faire ? Et au final, on s'est rendu compte que non seulement il y a eu des nouveaux métiers qui ont émergé avec le digital et l'e-commerce, mais qu'en plus de ça, nous, retailers, le e-commerce est très complémentaire en appui de nos magasins. Donc je reste assez convaincu que pour l'IA générative, comme toutes les technologies, il y aura forcément des opportunités. Donc déjà, je suis optimiste. Et ensuite, sur nos magasins, ça fait 1 an qu'on travaille sur le sujet qu'on a déjà implémenté. Donc on a un outil de relation client pour nos magasins qui permet en fait, par exemple, en fonction des retours clients, des notes MPS, d'avoir une réponse qui est faite par l'IA générative, et même en fonction des retours clients et connectés avec notre service après-vente au siège, il y a une réponse qui est proposée, qui tient en compte et qui est évolutive en fonction des différentes problématiques rencontrées. Donc on est déjà en train de l'utiliser, et ma conviction par rapport à ça, en tout cas dans le domaine du retail et en ce qui nous concerne, c'est que ça doit permettre une meilleure personnalisation du service par rapport aux clients. Tu fabriques où là, toutes ces belles lunettes? Donc on fabrique essentiellement au Japon et en Asie du Sud-Est pour avoir 2 millions de montures. On avait déjà fabriqué en France. Il faut se dire aussi que nous, on a des partenaires référencés qui sont
Origine France Garantie ou qui fabriquent en France. On est en train de réfléchir à voir comment on pourrait une partie de la collection fabriquer en France, mais pour l'instant, je ne vais pas donner de date puisque... Ouais, c'est en cours de réflexion en tout cas. Alors je vais vous dire, il y en a une déjà, alors il y en a deux même. Ah. La première chose, c'est que Afflelou, c'est un nom qui est, je pense, assez connu, on est une notoriété forte, mais à l'époque, quand c'était pas connu, c'était difficile de prononcer. Et en fait, pourquoi Afflelou, c'est difficile? Oui, quand vous ne connaissez pas, maintenant ça semble une évidence comme la plupart des marques qui peuvent être connues, mais à l'époque, faire connaître Afflelou, c'était pas forcément facile à prononcer. Par contre, de dire Afflelou, il est fou, on se souvient plus de cette phrase. Et donc ça permet de faire mémoriser Afflelou. Et c'est pour ça que sur l'une des premières publicités Chin Chin, en fait, il y avait beaucoup de doutes sur le fait, parce que c'était osé à l'époque de dire il est fou, c'est presque une connotation négative quand on y pense. Mais je pense que dans notre mémoire à tous, c'est plutôt de la joie ou un côté assez positif. Et le fait de dire il est fou avec Afflelou, ça permet de retenir. Et la deuxième histoire, c'est que c'est mon frère en fait qui a inventé ça. Il était dans la pub, mon troisième frère qui s'appelle Romain, et c'était dans la pub Chin Chin en 99. Et à la fin, il délire un peu, il dit il est fou, Afflelou, il est fou. Et en fait, il y avait deux versions de film, une avec, une sans. On s'est dit, il faut prendre celle avec. Nos longueurs d'avance, je dirais que déjà, on est numéro 1 en termes de notoriété et d'assez loin. On a des produits qui nous sont propres. On évoquait la télémédecine, notre concept magique, on est les seuls à avoir. Et notre savoir-faire, c'est ça. C'est de se dire qu'on crée des marques sur des concepts qui peuvent être universels, mais qui nous identifient. Je vous prends un exemple. Tous les opticiens font la deuxième paire de lunettes pour 1 € de plus aujourd'hui. On a été les premiers à lancer en 1999. Si je vous demande quelle est la deuxième paire pour 1 € de plus, vous dites Chin Chin. Je ne sais pas qui est. Et je vais même inverser. Est-ce que vous avez un autre nom que Chin Chin qui vous vient en tête? Pourtant, on se dit qu'on a une offre qui est universelle. Donc, la force de la communication, et c'est notre savoir-faire, c'est de mettre un nom, une marque, sur un concept commercial qui est très fort, qui est très universel et qui nous permet de s'identifier. Ouais, et ça, c'est notre longueur d'avance. C'est le frigo, ça y est, c'est une référence. Alors, on va terminer par ta pub. Qu'est-ce qu'il y a comme promo en ce moment, Tony? Qu'est-ce qu'on peut trouver demain matin à 8h? Pour tous ceux qui ne sont pas clients, venez demain, vous avez 50%. Voilà. Entre on va vérifier quand même dans la base de données. Et 12h, magasin des Champs-Élysées, 103 000. Non, et qu'est-ce qu'on a? On va avoir notre promotion de Noël où là aussi on a innové puisqu'on offre 2 paires de plus pour 1 € de plus. Et puis sur ces périodes de fête, la 3e paire, on peut en faire cadeau à un proche. Donc c'est quelque chose qui est une offre en tout cas assez exceptionnelle. Bon, c'est fou, on applaudit chaleureusement Anthony. Bravo. Merci. Anthony, super, merci. Bravo, félicitations et on passe à table. Merci.